On assiste souvent aux success stories des autres sur les réseaux, même sur YouTube, mais il n'y en a pas beaucoup qui parlent de leur merde, de leurs échecs, et notamment dans tout ce qui est entrepreneurial, parcours entrepreneurial. Parce que oui, en tant que photographe, on est entrepreneur, on est chef d'entreprise et on est souvent même solopreneur puisqu'on est seul dans notre business. Et pourtant, on en a tous fait des merdes, on a tous eu des échecs, mais seulement personne en parle, ou très peu. Personne dit à quel point ça peut être vraiment difficile. Et du coup, toi, quand tu traverses ces moments-là, ben, t'as l'impression d'être le seul à vivre ces choses-là. Du coup, tu doutes, tu perds la confiance, t'en parles pas, tu te renfermes. Tu peux même complètement remettre en question tes choix, tes ambitions. Tu te dis tout le monde réussit sauf toi. T'as l'impression que tes efforts, ben, ils servent à rien. Bref, tu peux complètement descendre en motivation, en morale. Et ça peut même te mener à un épuisement qui peut être vraiment dangereux. Tu l'auras compris, c'est une vidéo peut-être un peu plus dure que d'habitude, on va dire, où je vais y mettre beaucoup de choses personnelles, ce qui est difficile pour moi, je tiens à le dire. Je te le disais en début de vidéo, il y en a beaucoup qui parlent de leur succès, très peu de leurs échecs. Je fais partie aussi de ces gens-là. C'est difficile pour moi de parler de choses négatives. Ouais, moi je suis une mode bisounours, j'aime bien quand il y a des paillettes. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas toujours des paillettes. Et que quand il n'y a pas de paillettes, bah, je pense que c'est bien aussi d'en parler parce que bah, je suis pas la seule à traverser ça, je serai pas la seule à l'avenir et peut-être que ça peut faire écho pour toi d'entendre ces choses-là qui sont pas forcément glorifiantes et qui font partie de la vie, mais surtout, je veux te le présenter en amenant des leçons que j'ai apprises parce que finalement, il y a des échecs que si t'en tires pas de leçons. Donc j'ai pas envie de parler d'échecs, j'ai envie de parler d'opportunités d'amélioration, si t'es d'accord. Bref, je suis Natacha, on est ici sur La Patte sur Objectif, où on parle de photos d'animaux domestiques, chats, chiens et chevaux. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler alors à la fois de photographie, aussi un peu d'entrepreneuriat, il y aura les deux dans cette vidéo, et à travers le prisme de mon expérience, de mes merdes, de mes opportunités d'amélioration, qui peuvent peut-être te faire écho à des expériences que tu as pu avoir, ou peut-être que tu auras plus tard, ou peut-être jamais, mais ça n'empêche que j'ai des leçons à te partager à travers ces histoires que peuvent t'éviter de vivre la même chose. J'ai essayé de les classer un peu par ordre chronologique, on va dire. Bon, peut-être que ça va partir en freestyle, tu sais, quand je parle un peu de ma vie, ça a tendance à partir dans tous les sens, tu m'en voudras pas. Bon, le premier truc que j'ai envie de te partager ici, c'est que, d'ailleurs que tu sois amateur ou pro, on s'en fout là-dessus, tu auras des hauts et des bas. Mais c'est la même chose dans la vie en général, hein. Mais c'est la même chose aussi dans tes passions. Des fois, on croit que nos passions, c'est toujours tout rose. Non, il y a des moments où t'as envie, il y a des moments où t'as pas envie, il y a des moments où tu te sens nul, il y a des moments où tu te sens bon. Et c'est la vie. Tu auras forcément des moments de fierté et des moments de doute, voire de totale remise en question dans ta carrière ou dans ta passion. Je te donne mon exemple. J'ai commencé la photo en 2015-2016, mais en réalité, si je remonte mes photos d'enfance, j'ai toujours aimé prendre des photos, mais je faisais pas vraiment de la photo, je récupérais pas mon appareil photo, etc. Juste j'aimais prendre des images depuis très longtemps. Et on va dire que c'est vraiment en 2015-2016 que j'ai eu ce déclic de vraiment apprendre à régler mon appareil photo, de vouloir aller au cran supérieur. Et en 2019, je me suis professionnalisée dans les animaux domestiques. Ça faisait 1 an que j'avais mon premier chien, Lugia. Je kiffais ça le prendre en photo. Je dis ok, je pense que je suis pas trop mauvaise, pourquoi pas monétiser à côté de mon boulot. Donc là, on est en 2019. À ce moment-là, je me sens fière. Je trouvais que je faisais des trucs potables, même si bien sûr j'avais des doutes, notamment sur les premiers clients. C'était chaud de se dire ok, je vais être payée pour ce que je vais faire maintenant. Puis 2020, Covid. Et à ce moment-là, je sais pas si c'est un effet Covid, le fait d'avoir tout à l'argent, j'en sais rien, mais je me suis sentie nulle à chier. À ce moment-là, je trouvais mes photos horribles, je faisais plus rien de bon, j'avais plus de créativité, mes photos étaient lambda, j'avais des photos, je ne savais pas comment les retoucher, je me cherchais dans le style que je voulais faire, dans l'approche que je voulais avoir de la photo, et sentiment d'illégitimité totale, perte de confiance, blocage créatif, bref, la totale. Qu'est-ce qui m'a débloqué à ce moment-là? C'est que il y a eu une vague un petit peu sur les réseaux sociaux de photographes qui ont profité du Covid pour faire des séries photos. Par exemple, il y avait une photographe, alors je sais plus c'est la nationalité, je saurais plus te dire le nom, qui avait fait une série, une photo par jour, dans sa salle de bain pendant le Covid, dans ses 6 mètres carrés de salle de bain. Et j'ai trouvé ça génial. Et là, je me suis dit, bah ouais, vas-y, je vais faire une photo par jour pendant le Covid, de chez moi et des 5 km autour de ma maison pour la balade du chien. Et bien sûr, avec mon chien, Lugia. Et là,
j'ai la créativité qui est remontée parce que j'avais une contrainte très particulière de faire une photo par jour. Je me prenais du coup moins la tête. T'as moins le temps de te prendre la tête si tu veux sortir une photo par jour. Et surtout, j'ai eu un déclic technique. J'en avais ingurgité des livres, des tutos YouTube sur la photo, etc. Je savais théoriquement l'importance de la lumière. Je savais théoriquement tout ce qui a trait à la lumière. Mais dans la pratique, je ne l'utilisais pas. En tout cas, pas correctement. Et ce défi m'a permis de mettre le doigt sur le fait que, putain, mais la lumière, quoi. Il faut que je regarde beaucoup plus la lumière. Et là, j'ai eu un déclic de fou furieux et ça a débloqué tout le reste. Alors, ça veut pas dire que j'ai pas eu d'autres moments de down, de doute, de remise en question sur mes compétences, etc. Et ça m'arrivera encore et ça m'arrive encore. Mais j'ai eu ce déclic à ce moment-là et la leçon que j'en ai tirée, en tout cas, c'est que quand il y a des moments de down comme ça, c'est peut-être juste qu'il faut changer d'angle de vue, se mettre un défi, se mettre une contrainte et sans réfléchir. Tu mets ton cerveau en mode off, tu dis arrête de me parler, tu te dis je fais ça, tu te mets une contrainte, n'importe laquelle. Je fais, je sais pas moi, je fais 10 photos d'affilée avec cet objectif-là, je dois en sortir 3 de bonnes sur les 10. Enfin, je dois en sortir 3 sur 10, bonnes ou pas bonnes, on sent. Je sais pas, je vais faire une série de 10 photos sur la couleur rouge. Je sais pas moi, une série de 10 photos en contre-jour. Voilà, mets-toi des contraintes comme ça et ça va développer ta créativité, ça va te faire peut-être des déblocages aussi techniques comme moi j'ai eu des révélations. Si c'est pas le cas, change, switch de trucs et mets ton cerveau en mode off en fait. Juste dis-toi, je fais ça. Et des fois ça débloque plein de choses. Parce que sinon on rentre dans des routines, on fait tout le temps pareil, on n'aime pas, on est déçu, on se dit je suis nul. Non, c'est juste qu'il faut que tu fasses les choses différemment. Mais pour te forcer à faire les choses différemment, il faut que tu le fasses consciemment. Donc il faut que tu te le mettes comme contrainte. Deuxième point, plus sur la partie entrepreneuriale, mais je pense que c'est aussi valable pour le côté passion, c'est le fait de gérer un peu sa double vie. Sa double vie entre sa passion, son deuxième métier entrepreneurial et son travail. Pour te raconter un peu mon expérience par rapport à ça, déjà pour remettre un peu de contexte, avant d'être photographe à temps plein, à la base je suis diplômée de pharmacie, oui j'ai un doctorat en pharmacie qui ne me sert absolument plus à rien et je travaillais en tant que cadre dans l'industrie pharmaceutique. Et qui dit cadre dans l'industrie pharmaceutique en France dit beaucoup d'heures de travail, beaucoup de charge mentale. Et donc, je couplais ces heures de travail et cette charge mentale avec un minimum de vie de famille et avec une entreprise à faire grandir. Autrement dit, je passais mon temps à travailler. Donc, c'est-à-dire que tu rentres le soir, t'es claqué, tu bosses sur ton entreprise. Le travail, tu bosses sur ton entreprise. Je posais mes vacances pour bosser sur mon entreprise. Clairement, les seuls moments de repos que j'avais, c'était les moments avec les amis, moyennement du repos, ou des moments en famille. Je te cache pas que le couple, il en pâtit, ton équilibre perso, il en pâtit, ton épuisement, ta fatigue, t'en pâtit. Bref, c'est très compliqué. En plus de ça, tu cumules fatigue avec frustration de ne pas avoir assez de temps pour développer ton entreprise. T'as plus de temps pour ton chéri, t'as plus de temps pour... Et au final, tu cours 40 livres à la fois et juste tu t'épuises. Je suis pas sûre d'avoir réellement grand chose à te conseiller sur cette partie-là. Ce que je peux te donner, c'est ce que moi j'ai fait. Je t'invite pas forcément à faire pareil parce que chaque situation est différente. De mon côté, ma solution, c'était de démissionner. C'était de partir de mon emploi, dire cette vie-là, j'en veux plus, c'est plus possible, et de me mettre à 100% sur mon entreprise. Alors, je suis pas partie sans un minimum de matelas de sécurité, j'avais le chômage, je m'étais préparée à partir, mon entreprise commence à croître, etc. Je suis pas partie en mode kamikaze. C'est pas forcément ce que je te conseille non plus, ça dépend du stade où t'en es, ça dépend de plein de choses. Je peux pas te dire crame tes navires derrière toi, certainement pas. Mais moi, ça a été ma solution. Et je pense que la solution à trouver, c'est priorise. Tu ne peux pas mettre sur la même priorité ton entreprise, ta famille, ton job, tes amis, c'est pas possible. Il y a des moments où ça sera ton entreprise, ta priorité, il y a des moments où ça sera ta carrière professionnelle autre, il y a un moment ça sera ta famille, il y a un moment ça sera tes amis, mais tu peux pas tout mettre à pied d'égalité, c'est pas possible. Donc je pense qu'il y a un moment, il faut se poser et se dire ok, c'est quoi ma priorité là maintenant tout de suite? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Moi, je suis arrivée à un stade où j'ai dit je ne peux plus mener les deux de front, ce n'est plus possible. Est-ce que je donne une chance à mon projet ou pas? J'ai décidé que oui, et je regrette pas un seul instant de l'avoir fait. Mais je pense que quand on est dans cette situation un peu transitoire, il faut bien se dire que ça doit être transitoire et qu'il faut bien se définir quand est-ce que ça s'arrête.
parce que tu ne peux pas, je pense, placer ça sur du long terme. C'est très très compliqué. Alors à moins que tu te lances pro et que tu dises voilà, mon but c'est de faire 2 séances par mois, que tu trouves ton équilibre comme ça, pourquoi pas. Si tu as d'autres projets, d'autres ambitions, je pense qu'il y a un moment où il faut se poser les bonnes questions et se dire ok, ma priorité maintenant elle est où, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je me fixe comme objectif pour dire stop à l'un ou à l'autre. Alors j'en viens à un autre point. Le but, c'est pas de faire une chasse aux sorcières, le but n'est pas de me positionner en victime, le but n'est certainement pas de pointer qui que ce soit du doigt, ok? Petit disclaimer avant c'est parti. J'ai hésité à te le mettre dans cette vidéo, je me suis dit bon, ça peut arriver à d'autres personnes, ça peut être intéressant d'en parler. Une des merdes que j'ai eu à gérer, et ça je pense ça peut t'arriver autant que tu sois pro que pas pro, mais je pense que si t'es pro, il y a une vigilance supplémentaire à apporter, je te le donnerai dans les leçons. Pour mon expérience, il m'est arrivé de me faire harceler et menacer dans le cadre de mon entreprise, en fait, dans le cadre des activités de mon entreprise, par une personne influente dans mon domaine. Je vais pas te faire un scénario très détaillé, c'est pas très important pour cette vidéo. Pour te mettre un petit peu de contexte, en gros, j'ai sorti un contenu, cette personne n'a pas aimé. Bon, en dehors de ça, on s'était déjà rencontrés dans la vraie vie, hein, c'est pas que virtuel cette relation. On s'entend pas, c'est un fait, c'est pas grave. Il y a des gens avec qui on s'entend pas et c'est pas grave. On n'a pas du tout la même façon de voir la vie, on a plein de choses qui matchent pas et c'est ok. Il y a plein de gens comme ça et on ne peut pas s'entendre avec tout le monde encore une fois. Donc ça, c'est pas du tout le problème. C'est devenu un problème le jour où j'ai fait un contenu qui n'a pas plu à cette personne et qui derrière m'a menacé, m'a harcelé, m'a menacé d'avocat, etc. Je ne te cache pas que forcément il y a du stress à ce moment-là, même si je suis restée droite dans mes bottes du début à la fin, donc je me suis pas laissée démonter. Là où a vraiment débuté l'histoire, on va dire, c'est que sur mon site internet, j'ai commencé à avoir beaucoup de visites sur mes CGV, mes mentions légales. Donc si jamais tu sais pas ce que c'est des pages qui sont obligatoires à partir du moment où tu as un site internet, tu dois avoir ces pages-là, c'est légal en Europe et en France. Ces pages, elles ne sont quasiment jamais visitées. Si j'ai allé 3 clics dessus par mois, c'est un max, et là je commence à avoir des dizaines de visites par jour sur ces pages. Comme de par hasard, au moment où je me fais menacer. Et là, j'ai commencé à prendre peur. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois à respecter, notamment les mentions qu'il y a dans ces pages, en fait, sur ton site internet. Et si jamais t'es pas dans les clous, quelqu'un, n'importe qui, peut te dénoncer. Et là, t'as la visite du DGCCRF qui arrive. Et une fois qu'ils sont pointés chez toi, c'est fini. Ils tirent une ficelle, ils en tirent 2 et 3 et 4. Et une fois qu'ils t'ont visité une fois, ils reviennent tout le temps chez toi. Même si tu fais la même chose que tout le monde et que tout le monde est en tort, bah c'est tomber sur toi et ils vont te pourrir. Donc le but, c'est qu'ils ne viennent jamais toquer chez toi. Et malgré que tu sois d'excellente foi, que tu essaies vraiment de faire les choses tout bien, ben il y a toujours des erreurs qui se glissent, des choses, voilà, on n'est pas juriste, on sait pas exactement quoi renseigner, ce qu'on n'a pas le droit, peut-être qu'il manque des choses. C'est très difficile de faire les choses vraiment carrées là-dessus. L'idéal, c'est de le faire avec un juriste ou un avocat. Et donc à ce moment-là, j'ai payé une assurance juridique qui a validé tous mes documents légaux, notamment ceux qui sont publics, pour être sûr que je suis dans les clous. Et au-delà de ça, cette assurance juridique, en fait, aujourd'hui, elle me sert même dans le cadre d'un projet perso, par exemple, savoir est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que j'ai pas le droit de faire ça. J'appelle le service juridique et ils me disent oui, vous avez le droit, ou non, ou oui, si, par exemple. Donc ça m'a permis de m'assurer que j'étais bien dans les clous, et puis aussi en cas de recours, eh ben, j'ai une assurance qui est là et qui va m'épauler dans les démarches. On n'en est pas du tout arrivé là, mais disons que ça m'a conforté dans le fait que je suis inattaquable. Et il faut bien te dire que ça peut arriver malheureusement à n'importe qui, et j'en connais d'autres qui en ont fait les frais aussi, dans les mêmes circonstances que moi, avec la même personne ou avec d'autres personnes, dans d'autres circonstances, mais ça peut malheureusement arriver de tomber sur des gens malveillants qui vont avoir envie de te pourrir, et notamment si tu as une micro-entreprise, que tu as ton compte, il y a forcément des erreurs que tu fais, des choses qui légalement tu devrais faire différemment, et bah, c'est facilement attaquable, c'est facilement dénonçable, et une fois que c'est fait, bah, c'est trop tard. Encore une fois, le but ici, c'est pas de faire une chasse aux sorcières, c'est pas de me positionner en victime, loin de là, on s'en fout de l'histoire qu'il y a derrière en soi, ça me concerne, et ça concerne la personne en soi. Mais disons que ça reste une merde quand même que j'ai eue, et que j'ai encore, probablement, j'en sais rien, j'ai plus de nouvelles, et éventuellement qui peut t'arriver aussi. Même si moi aussi j'aime vivre dans un monde de bisounours où tout le monde s'aime, où tout le monde il est gentil, la réalité elle est un peu différente. Et le problème c'est quand elle te rattrape, bah, c'est trop tard. Donc c'est vrai que ce que je peux te conseiller, en tout cas une de mes leçons, c'est que si tu as une entreprise, l'assurance juridique, je pense que c'est pas mal. Ne serait-ce que pour te dire, je m'en suis servie assez récemment
récemment pour un impayé, par exemple avec un client qui voulait pas me payer. Ça m'a permis d'avoir des courriers qui sont carrés à envoyer au client jusqu'à la démarche de l'huissier. On n'a finalement pas demandé un huissier, ça c'est réglé avant, mais en tout cas tu es épaulé juridiquement, tu sais quoi faire, on te guide. Et quand tu es solopreneur, que tu n'es pas juriste, bah, c'est quand même cool d'avoir cette assistance-là. Si un jour, je le souhaite à personne, ça part un jour en procédure judiciaire, et bien pareil, tu as une partie qui est couverte par ton assurance. Bien sûr, tu fais ce que tu veux. C'est ma leçon, mon conseil avec mon prisme à moi. Ma quatrième leçon, ma quatrième expérience que j'aimerais te partager, alors là, pour moi, c'est dans le cadre de mes formations, mais tu peux très bien l'extrapoler dans le cadre de tes prestations photos, et même si tu n'es pas pro, dans le cadre de tes projets photos. Là, l'expérience dont je veux te parler, c'est un moment où je me suis pas fait confiance et où j'ai pas écouté ce que les gens veulent. Ou plutôt, que j'ai eu peur de suivre ce que les gens veulent, parce que j'avais peur de pas être à la hauteur. En septembre ou octobre 2022, je sais plus, j'ai voulu sortir mon tout premier programme de formation. Donc j'avais sondé ma communauté avant, j'avais eu plus de 700 ou 800 réponses, ou un peu moins à ce moment-là je crois, et les gens globalement voulaient un programme assez complet qui les aide à choisir leur matériel photo, à faire leur bonne prise de vue, à gérer un shooting avec un animal et à faire du post-traitement. Voilà, ça c'était les réponses que j'avais. Et je me suis dit, bon, nickel, c'est ça qu'ils veulent, je vais faire ça. Et au moment de vouloir monter ce programme, j'ai eu peur parce que je me suis dit mais c'est un gros programme et qui va payer pour un si gros programme? Genre je suis que moi, qui suis-je pour proposer un si gros programme de formation? Alors que les gens ils m'ont écrit noir sur blanc à moi, c'est ça que je veux comme formation. Et ayant peur, je me suis dit je vais sortir un petit truc petit. Donc j'ai voulu sortir une formation sur régler son appareil photo. Bon, il n'y a pas que ça qui allait pas, mais entre autres. Et donc je lance ce programme de formation qui fait un bide total. Bah forcément, les gens, c'est pas ça qu'ils voulaient. J'ai dû même arrêter en plein milieu du lancement. J'ai arrêté le truc, j'ai pas lancé cette formation, elle n'est jamais sortie du coup. Et je me suis dit, bon, ok, les gens, ils veulent ça, je lance ça. Je réfléchis plus, je lance ce que les gens m'ont demandé. Et en janvier, j'ai sorti du coup ce programme qui est l'équivalent de l'académie aujourd'hui, et là qui a bien marché, les gens en sont très contents, mais n'empêche qu'il a fallu passer par ce premier bid où je me suis pas fait confiance, où j'ai pas écouté ce que veulent les gens pour réussir la deuxième fois. Et la leçon que tu peux en tirer, c'est putain mais fais-toi confiance, les gens ils veulent ça, fais ça. N'essaye pas d'inventer ce que les gens veulent quand ils t'expriment je veux ça. C'est la même chose pour une séance photo, la personne dit je veux ça, je veux un portrait avec mon chien, je veux une belle photo de mon chat. Mais fais ça, te prends pas la tête à inventer je ne sais pas quoi de superflu ou de différent ou je sais pas quoi. Alors tu peux bien sûr innover, tu peux tester des choses que ton audience n'a pas demandé ou que tes clients n'ont pas demandé, mais s'ils te disent je veux ça, bah juste fais-le. Et ne te demande pas, oui, mais est-ce que je suis la bonne personne pour? Est-ce que j'ai assez d'expérience pour? Putain, s'ils te disent je veux ça, propose-leur, c'est tout. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de viser grand et de faire en ayant peur quand même. Et d'ailleurs, c'est une discussion qu'on avait notamment avec Julie lors de l'interview qu'on a eue ensemble, qui est photographe aussi animalière. Je te mets le lien par là ou par là. Ça tourne aussi autour de ça, nos discussions. C'est, ouais, j'ai flippé ma race, j'avais aucune certitude que je vais y arriver, mais je l'ai fait. Et je pense que ça, c'est une grande leçon aussi de ce moment-là. C'est qu'au final, j'ai un peu rétro-pédalé sur mes projets parce que je me sentais pas légitime, pas prête, il fallait que je me fasse petite. Et au final, bah, j'ai flippé, j'ai visé plus grand et ça a marché. Mais j'ai pas attendu d'avoir la certitude que ça marche et j'ai pas attendu non plus la certitude de me sentir légitime parce que ça, je pense que ça n'arrive qu'une fois que ça marche. Mais du coup, faut pas s'arrêter avant. Et c'est le cas du coup en tant que pro, mais aussi pour ta passion, pour tes projets, si tu veux exposer tes photos, si tu veux monter un projet fou artistique, ben ouais, tu flippes du regard des autres, ça demande du courage de s'assumer dans un projet photo, mais fais-le quand même. La dernière chose que je voulais te partager, qui est très récente, alors je vais te partager même 2 anecdotes là-dessus, parce que, on ne se fait jamais assez avoir, donc je me suis fait avoir 2 fois, c'est sur la question des collaborations. Je t'explique mon expérience. J'ai une expérience pro et une expérience non pro qui peut arriver à n'importe qui. La première expérience, la plus ancienne, en fait, j'ai été en contact avec une gérante d'un centre équestre, pas très loin de chez moi, et on s'était mis d'accord sur une collaboration. Elle avait besoin de photos
photos pour mettre sur son Facebook, pour montrer son activité, de son centre équestre, des activités qu'elle propose avec ses chevaux, parce qu'elle faisait du débourrage éthologique, du dressage éthologique, enfin bref, voilà. Et moi, en contrepartie, ce que je lui demandais, c'est de me mettre à disposition ses locaux, ses chevaux, dans le cadre du tournage de mes vidéos, pour la chaîne YouTube, mais aussi pour mes formations. Parce que j'avais besoin de vidéos un peu backstage, de prise de vue avec les chevaux, surtout pour ma partie formation. Et j'ai pas de chevaux chez moi, donc ça me permettrait, voilà, ça faisait d'une pierre deux coups. Elle avait ses photos pour ses réseaux, et moi j'avais des locaux et des chevaux à dispo pour le tournage de mes vidéos. Je lui envoie un contrat expliquant le nombre de séances qu'elle peut me demander, moi le nombre de fois où je peux la solliciter aussi pour les tournages, comment peuvent être utilisées les photos, comment seront utilisées les vidéos, etc., etc. Donc il y avait vraiment avantages, inconvénients de chacun, les contraintes et les droits de chacun. Elle ne signe pas le contrat, elle m'appelle pour quelle est la première séance photo parce qu'elle en avait besoin. Moi, trop bonne, trop conne, je me dis ouais, elle va le signer, c'est bon, je vais pas la harceler pour ça. J'arrive le jour de la séance photo, pas de contrat, je n'ose pas en parler non plus. Encore une fois, même avec le recul, je me dis mais trop bonne, trop conne, pourquoi tu n'en as pas parlé? J'ai pas osé, je sais pas. Problème de posture, encore ce côté fais-toi petite, bref. Je lui fais la séance photo. Bien sûr, elle ne respecte pas le contrat derrière, c'est-à-dire les photos avec des filtres, avec des écritures croppées, mises dans des publications partout, enfin une catastrophe, enfin vraiment. Et derrière, quand j'ai demandé pour la première fois la mise à dispo, enfin voilà, que je voulais faire un tournage pour des chevaux, plus de réponse. Donc, comment dire que j'ai bossé gratuitement et sans aucun retour. Et puis, pas de contrat signé, hein, donc voilà. Deuxième expérience, beaucoup plus récente, un peu différente. Je me fais démarcher par une agence marketing. Donc, j'ai quelqu'un au téléphone qui me fait comprendre que vu l'audience que j'ai sur Instagram, YouTube, etc. et mon chiffre d'affaires, c'est pas bon, que je suis mauvaise en gros, voilà. Un discours très culpabilisant où tu te sens un peu comme une merde à la fin de l'appel. Et à ce moment-là, je voulais de toute façon relancer le marketing de ma boîte. Je suis pas très bonne là-dedans, mais je me forme et je m'améliore au fur et à mesure. C'est pas forcément mon point fort cette partie-là, mais t'es obligé d'y passer, donc voilà. Et donc il m'appelle à ce moment-là, je me dis bon, de toute façon, je comptais mettre la main à la pâte, pourquoi pas le faire avec une agence, au moins ça va être bien fait, machin. On fait un deuxième rendez-vous, je suis pas sûre de bien comprendre ce qu'on va faire dans cette prestation, mais j'accepte quand même. Je débourse l'argent, et là, on se retrouve à faire des rendez-vous qui sont pas du tout calés dans le temps, donc des fois c'est toutes les semaines, des fois c'est les 2 semaines, je sais pas ce qu'on fait la fois d'après, ils n'ont rien compris à ce que je faisais. Mais genre vraiment, les discours, les trucs qui m'ont écrit en langage marketing, c'était du marketing pompeux, nul à chier, qui respectait pas du tout mes valeurs, qui respectait pas du tout comment je communique d'habitude, juste en termes de relation en fait avec les gens. Ça, c'était complètement à côté de la plaque par rapport à qui j'aide et pourquoi j'aide les gens. Bref, si je sortais ce qui m'avait fait comme ça, je pense que je coulais ma communication. Genre vraiment, c'était horrible, dégueulasse, inexploitable. Bref, à chaque rendez-vous, je commençais à chauffer à chaque fois, et au bout d'un moment, j'ai dit stop. J'ai dit, on arrête là. Tout ce que tu me fais là, il n'y a rien qui me va, il n'y a rien que je peux exploiter. Tu m'écoutes pas, t'as pas compris ce que je fais, t'as pas compris qui sont mes clients, le langage que tu emploies, je n'aime pas du tout ça. En plus, il commence à me demander un budget pub. Il était hors de question que je mette un budget pub entre les mains de quelqu'un en qui j'ai pas confiance et qui fait n'importe quoi. Donc, j'ai voulu mettre fin à la collaboration. Bien sûr, après avoir déboursé tout l'argent et en n'ayant signé aucun contrat. Quand je leur ai remis dans les dents d'ailleurs que j'avais signé aucun contrat, ils m'ont dit on a les CGV, leur CGV il y avait que dalle dessus, les mecs sont à Dubaï, c'est pas du tout les mêmes lois, enfin bref, très très bancal, très très bancal. Je me suis fait avoir, c'est ma faute. J'aurais jamais dû me lancer déjà dans une prestation, une collaboration dans lesquelles j'ai pas tout compris de ce qu'on allait faire, et encore moins si j'ai rien signé. Et encore moins débourser tout l'argent alors que rien n'est fait. Évidemment, je me suis battue pour récupérer une partie de la somme, j'en ai récupéré une toute petite partie. On m'a valdingué pendant des semaines en droite à gauche pour que j'en récupère quasiment rien, et j'ai rien pu exploiter de ce qu'on a fait ensemble, mais il fallait que ça cesse, ça me prenait beaucoup trop la tête, donc j'ai fait arrêter ça. Bon, ces deux expériences-là, elles mènent à une chose: si tu veux faire des collaborations pro, perso, peu importe, où il y a du donnant-donnant, ou un échange d'argent, peu importe, il faut que tout soit clair d'un côté comme de l'autre. Qui fait quoi? Qu'est-ce que tu as à la fin? Les résultats? Qu'est-ce qui est utilisé dans quoi? Vraiment cadrer tout. Je sais que c'est chiant, c'est une partie formelle que moi j'aime pas non plus. Encore une fois, j'aime vivre dans un monde de bisounours, mais la réalité c'est pas un monde de bisounours. Donc fais signer des contrats, il faut que tout soit clair
quand tu fais un échange commercial ou collaboration, qu'est-ce que tu obtiens à la fin? Que ce soit écrit noir sur blanc et comment tu peux sortir de ce contrat si jamais ça se passe mal aussi. Et même encore, tu vois, je dis ça, mais même encore maintenant, j'ai encore du mal avec cette partie contrat. Les trucs trop formels, moi, ça me refroidit. J'aime pas, j'ai l'impression que ça gâche une relation, mais faut pas le voir comme ça. Je te dis ça, mais je me fais une autothérapie en même temps. Mais c'est hyper important parce que c'est un cadre, justement, pour que la suite se passe bien. C'est le petit passage chiant pour t'assurer que ça se passe bien après pour tous les parties, pas que toi. Et par pitié, si tu tombes sur un commercial qui te démarche et qui utilise des techniques commerciales peu recommandables, peu éthiques, où tu te sens comme une merde, fuis. C'est des techniques qui ne devraient pas exister, ces gens sont juste des rats. Donc si tu as des appels comme ça, vraiment, n'aie aucun scrupule à leur raccrocher au nez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne me ferai plus avoir par des agences marketing maintenant. Alors voilà pour les leçons que je voulais te partager. Alors j'ai pas forcément beaucoup parlé de problèmes clients par exemple parce que j'en ai pas beaucoup eu. Le seul éventuellement problème client que j'ai eu, c'est un impayé qui est parti, voilà, qui a traîné pendant plusieurs mois. D'ailleurs pour tout te dire, c'était une banque qui me devait cet argent, qui avait signé un devis avec moi. Ils ont mis 8 mois à me payer. J'ai dû lancer plusieurs mises en demeure, menaces d'huissier et comme de par hasard, menace d'huissier, pouf, je suis payée. C'est le seul vrai problème client que j'ai eu. Après, des gens qui négocient les tarifs, qui peuvent râler, ça arrive, mais c'est à partir du moment où tu bosses avec une clientèle, tu es confronté à ça de toute façon. Hein. Mais j'ai pas eu de gros soucis particulièrement avec des clients. Voilà, j'ai d'autres collègues, eux, qui ont eu plus de soucis avec des gens vraiment irrespectueux, presque un peu effrayants, par exemple. Qui peuvent se montrer presque un peu violents des fois. J'ai pas du tout eu ça de mon côté, donc je peux pas trop t'en parler. D'ailleurs, je vois beaucoup de photographes aussi qui se plaignent du peu de retour sur leur travail, qui disent ah bah d'accord, on s'est déchiré pour tel ou tel shooting, on n'a pas de retour. Ça veut pas forcément dire que les retours seraient mauvais, mais par contre, ils sont juste peut-être pas spontanés. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont contents, mais juste ils le disent pas. Donc je pense que là, c'est à toi aussi de demander du feedback. Tu n'as pas le droit de te plaindre de pas avoir du feedback si tu le demandes pas non plus. Donc voilà, moi je fais pas partie de ces gens qui râlent spécialement pour ça. Moi-même, il peut m'arriver de travailler avec quelqu'un, d'en être très content et de pas forcément penser à mettre les étoiles sur Google, à faire un bon retour aux professionnels avec qui j'ai bossé. J'essaye d'y penser, surtout depuis que j'ai mon entreprise, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut demander. C'est pas déranger la personne que de dire bonjour, on a eu une prestation ensemble il y a tant de temps, pouvez-vous mettre une évaluation à tel endroit, voilà. Et si tu le fais comme ça, généralement, tu as plutôt de bonnes surprises. Hein. Et puis, je pense qu'il faut aussi décorréler des fois des gens qui peuvent être un petit peu pénibles ou mal s'exprimer. Enfin, moi, je fais pas partie des gens qui le prennent personnellement. Je sais que certaines personnes, peuvent se sentir un peu agressées, rabaissées dès qu'il y a une critique un peu négative. Je pense qu'il faut savoir prendre la distance avec ça. Essayer de tirer des leçons. Encore une fois, on tire des leçons de tout, je pense. Et quand on a des remarques qui sont pas forcément cool, je pense que c'est bien aussi de ne pas se justifier. Pour garder vraiment cette posture professionnelle. Tu vois, je te donne un exemple. J'ai une fois un client qui s'est plaint parce que dans toutes mes prestations, je mets des tirages photos inclus. Toutes les photos, ils les reçoivent en tirage. Et c'est des tirages 10 par 15. Et donc, la personne était très contente des photos numériques. J'avais même eu un retour spontané de sa part. Et derrière, quand elle a reçu les tirages, j'ai reçu un mail disant « Nous sommes très déçus de la taille des tirages qui sont rikiki ». Et donc là, j'ai répondu « Je suis navrée que cette information ne vous ait pas été parue plus claire, sachant qu'elle est écrite partout sur mon site, ça a été écrit sur le stand, c'était réécrit dans le mail de livraison de la galerie, c'est écrit partout que les tirages sont 10 par 15. Donc là, c'est clairement une personne qui cherchait derrière à négocier des posters, mais si tu réponds juste comme ça, pas te justifier en disant « Oui, vous vous rendez compte, ça coûte tant, ça me prend tant de temps de faire les tirages et tout », non, plutôt, voilà, « Ah bah je suis navrée que vous n'ayez pas compris cette information », et bah qu'est-ce que tu veux qu'elle réponde, la personne? Elle doit juste se sentir un peu stupide parce que c'est juste écrit partout. Donc je pense que c'est plutôt cette démarche-là qu'il faut avoir plutôt que quelque chose qui peut amener une surenchère, tu vois. Ce n'est que mon avis. Encore une fois, cette vidéo, elle est vraiment par mon prisme. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire, peut-être toi, tu as d'autres leçons que tu as vécues en tant qu'amateur ou pro. Et d'ailleurs, si tu es professionnel ou que tu veux te professionnaliser et soit améliorer tes résultats si vraiment aujourd'hui tu n'y arrives pas, t'arrives pas à bien faire décoller ta boîte ou si au contraire tu veux te lancer correctement, reste connecté. On prévoit quelque chose de spécifique pour les photographes animaliers. Ça sortira très bientôt, là dans les semaines qui arrivent. Donc reste connecté, les infos seront surtout sur mon compte Insta.
@lapâte-sur-objectif. Ou si tu reçois mes mails, tu auras aussi les mails qui te préviendront. Pour recevoir mes mails, tu as juste le lien par là et tu t'inscris à la newsletter et tu les recevras. Voilà, c'est pas facile pour moi de faire cette vidéo parce que, encore une fois, moi je suis une bisounours, hein. Mais encore une fois, non, la vie elle est pas pleine de paillettes et quand il n'y a pas de paillettes, c'est encore plus compliqué pour les personnes qui sont un peu comme moi, de gérer ça. Bon, après, ça fait partie de la vie, ça fait d'autant plus partie de la vie entrepreneuriale, de se prendre des râteaux, de se foirer, de faire des merdes, de gérer des merdes. Et j'espère qu'avec les leçons que je t'ai partagées ici, ça va t'aider à pas tomber dans les mêmes pièges, ou en tout cas, si ça t'arrive, à savoir peut-être un peu mieux le gérer, ou en tout cas, moins le subir, comme moi je l'ai subi. Bon, et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout, porte-toi bien et à bientôt.